Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour revenir ensemble sur le Grand Prix du Japon et la première victoire cette saison de Max Verstappen à Suzuka devant les deux McLaren de Lando Norris et de Oscar Piastri, le néerlandais parti en pôle après un tour de qualif d'anthologie réalisé le samedi. Si je peux vous donner un conseil, si vous n'avez pas vu la qualif, allez chercher sur un célèbre moteur de recherche ce tour-là. Et vous l'encadrez, parce que tu es d'accord avec moi, c'est un des plus beaux tours de qualif qu'on ait vu ces dernières saisons. C'est ce que les Anglais appellent Lap of Gods. Oui, c'est ça, le tour de Dieu. Ouais. Et donc, une Red Bull réputée moins rapide que deux McLaren lancés à sa poursuite au départ du Grand Prix du Japon à Suzuka. Sur le papier, c'était un Grand Prix à mourir et on est mort d'ennui pendant ce Grand Prix. On essaiera de comprendre pourquoi, parce que franchement, il y avait absolument tous les ingrédients pour en faire une belle épreuve. On va parler également d'Alpine, également seule équipe du championnat qui n'a toujours pas collecté de points cette saison. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On essaiera de revenir sur la situation du constructeur OA fléché. On parlera aussi des Français, hein, Isaac Hadjar qui a inscrit ses premiers points en Formule 1. On parlera aussi d'Esteban Ocon et évidemment de Pierre Gasly. Ça recoupe avec Alpine. Et puis tout de suite, un invité, c'est Gwen Lagru qui nous rend régulièrement visite dans les fous du volant. Il a détecté George Russell, il a détecté Kimi Antonelli. Alors bien évidemment, on va beaucoup parler de Mercedes. On se connecte. Et on retrouve comme promis Gwen Lagru, donc le responsable du programme des pilotes chez Mercedes F1, autrement dit le dénicheur de talent de la firme à l'étoile. Bonjour Gwen, merci de nous rejoindre pour ce fou du volant post-Grand Prix du Japon. Ça n'a pas fait trop tôt pour vous non plus, le lever quand même assez matinal? On est habitué depuis l'Australie là, à se lever tôt. Australie, Chine, Japon, l'enchaînement était plutôt bon, mais on est habitué et il n'y a pas de souci. Ça va revenir petit à petit. Stéphane, première question pour Gwen Lagru. Alors 75 points, c'est un total incroyable, je trouve, de la part de Mercedes. Au classement des constructeurs. Au classement des constructeurs, deuxième constructeur au championnat du monde. C'est le carton plein. On n'imagine pas, quand on regarde bien le déroulé des courses, il n'y a pas un point qui a été perdu sur l'ensemble des 3 Grands Prix et du sprint. C'est la copie parfaite rendue par George Russell et Andrea Kimi Antonelli. Alors parfaite, moi je le vois pas tout à fait comme ça et je pense que en fonction du potentiel de la voiture, on se dit qu'ils ont maximisé. Ouais, bien sûr. Alors maximiser, oui. Je pense que, en tout cas, sur l'Australie et la Chine, c'est une certitude. George et Kimi ont maximisé. Notamment George, hein, il a été vraiment très très solide sur Australie-Chine. Kimi, évidemment, fait un début que je considère exemplaire. Je pense que sur le Japon, on aurait pu faire un tout petit peu mieux. Georges se loupe un petit peu en qualif alors qu'on était plutôt bien FP1, FP2 et FP3. Je pense qu'il aurait pu honnêtement s'intercaler entre probablement la Red Bull de Max qui, je pense, aurait fait la pole et qui a fait un tour juste sensationnel et sorti de nulle part. On l'attendait pas du tout à ce moment-là. Mais je pense qu'on aurait pu s'intercaler. On aurait pu s'intercaler avec les McLaren et peut-être faire un tout petit peu mieux avec George. Quant à Kimi, pour une première à Suzuka, honnêtement, je pense qu'il a eu un tout petit peu de mal sur les essais libres, mais il est revenu au contact au moment où ça compte en qualif. Et je pense qu'il fait un Grand Prix exceptionnel pour une première à Suzuka. On va parler de George Russell. Moi, quand je regarde, on a parlé là du classement des constructeurs avec cette deuxième place de Mercedes. Moi, ce qui m'épate le plus finalement, c'est Kimi Antonelli, 5e du classement. Il est avec un total de 30 points juste derrière George Russell. Des débutants, il y en a eu
il y en a pas mal cette saison. On va parler de Isaac Adjar, évidemment, parce qu'il est français, et on fait un focus, évidemment, sur les Français. Mais il fait un début de saison qui est vraiment un début de carrière en Formule 1 ébouriffant. Alors, je précise une chose aussi, ça doit être une énorme satisfaction de voir George Russell 4e mondial et à seulement 17 points du leader, Lando Norris, et Andrea Kimi Antonelli, numéro 5 mondial. Ce sont vos deux pilotes que vous avez détectés, que vous avez formés, que vous avez amenés au plus haut niveau. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Il y a eu chez Red Bull, Vettel et Ricciardo, mais autrement, on n'en voit pas aujourd'hui. Même Verstappen a été pris juste avant la Formule 3, donc c'était un recrutement un petit peu opportuniste. Ces pilotes-là, vous les avez vraiment détectés, fait grandir, et c'est votre travail aujourd'hui qui paye. Oui, on a relancé en janvier 2016 le programme Jeune Pilote chez Mercedes sous l'initiative et l'impulsion de Toto, qui était tout à fait motivé à l'idée de redynamiser un junior team digne de ce nom chez Mercedes. Et l'idée à la base, en 2016, avait toujours été de prévoir l'après Lewis et l'après Valtteri à cette époque-là, et enfin même Nico d'ailleurs, c'était encore Nico en 2016, et donc c'est en 2016 qu'on a recruté George, en 2017, fin 2017, Kimi Antonelli. Je rappelle aussi qu'on a Esteban Ocon, qui est toujours sous contrat de management Mercedes, qui est également dans notre pool, on va dire, de pilotes, même s'il roule pour une autre écurie. Et effectivement, c'est une satisfaction pour nous d'avoir deux pilotes issus du programme junior, donc on a détecté, formé, accompagné et fait grandir, mais je serais tenté de dire que c'en est encore une plus grande en ce qui concerne Kimi, parce que on l'a détecté à 11 ans en karting, et c'est un pur produit vraiment. Mercedes George, je le connais depuis le karting, mais on a commencé à travailler quand il était dans sa première saison d'F3. Donc Kimi, c'est pour nous un peu une forme d'aboutissement. Ça montre que la manière dont on l'a préparé, en tout cas pour l'instant, la manière dont on l'a préparé et dont on l'a formé, ça valide en tout cas avec mes équipes, Stéphane Guérin, Loïc et tous les intervenants qui m'entourent dans ce programme, que le principe de formation, en tout cas, a été le bon pour lui permettre de débuter en F1 dans les meilleures conditions. Avec en plus. Après, il y a encore. Pardon. Allez-y. Après, il y a encore. La route est encore longue, et pour l'instant, on fait une bonne entame de saison. Il a fait 3 Grands Prix où il a fait preuve d'une grande maturité pour un jeune pilote de 18 ans, mais la route est encore longue et parsemée d'embûches. Voilà. Ah oui, super début de parcours, 3 top 6. Ouais. C'est assez ahurissant. Et avec aussi deux finalement parcours totalement différents. On a vu avec un George Russell qui a fait 3 saisons chez Williams. Quelque part, on disait que c'était le côté un peu raisonnable, laisser un pilote faire ses marques dans une équipe un petit peu moins en vue, avant ensuite d'intégrer l'équipe vraiment Mercedes. Et puis, par la force des choses, Kimi Antonelli qui lui a été directement propulsé chez Mercedes. Est-ce que ça change la façon de préparer dans les dernières semaines Kimi Antonelli par rapport à un George Russell qui est arrivé, qui avait déjà plusieurs saisons à sa ceinture? Ouais, alors c'est justement, c'est basé sur l'expérience de George qu'on a pris la décision de promouvoir Kimi de manière immédiate dans l'équipe Mercedes, parce que après 3 saisons chez Williams, on s'est rendu compte qu'il a fallu quasiment une année à George pour qu'il atteigne son plein potentiel dans l'équipe, et que nous, on comprenne aussi ce dont il avait besoin. Et la décision de promouvoir Kimi, elle a aussi été basée sur le fait qu'on n'est pas dans une période où on est ultra dominant, c'est-à-dire qu'on ne domine pas le sport comme on le dominait à l'époque de George en 2018, 2019 ou 2020, où on était clairement l'équipe à battre à ce moment-là. C'est un peu moins le cas malheureusement ces 2 ou 3 dernières années, et on s'est dit c'est probablement la meilleure opportunité qu'on a de pouvoir promouvoir un jeune directement dans notre équipe et de le préparer pour 2026.
avec évidemment l'espoir qu'il puisse délivrer le maximum de résultats en 2025, mais on est prêt à prendre le risque et le challenge d'avoir des week-ends peut-être un petit peu compliqués, comme tout rookie en a vécu. Et même si ça se passe bien pour l'instant, on garde à l'esprit qu'il est rookie et qu'on aura certainement à un moment ou à un autre un week-end difficile. Comment est-ce que vous le définissez en termes de pilotage et de technique? En pilotage, on a vu, il est extrêmement spectaculaire, c'est un super attaquant, et en même temps, il a la tête froide quand même, on l'a vu à Melbourne, juste tête à queue en pleine bagarre avec Hülkenberg, j'y retourne, je repars, et puis voilà, un dépassement très propre. Et il n'a pas froid aux yeux, mais il ne fait pas non plus d'erreur. Il est très stable. On a l'impression émotionnellement, ça c'est un élément quand même assez essentiel dans le contexte. Et il y a peut-être quelque chose aussi qui est ajouté à ces fameux bons débuts, c'est que depuis cet hiver, on ne parle que de Ferrari, que de McLaren, que de Red Bull, Verstappen, qui avec Verstappen chez Red Bull, et vous pendant ce temps-là, tout va bien, continuez de parler de la concurrence, et ça fait un climat, je dirais, apaisé, tranquille autour d'Andrea Kimi Antonelli, parce que vous avez fait très attention aussi en termes de communication à ne pas trop l'exposer, parce que forcément c'était quelque chose d'assez sensationnel, c'était un pari, ça reste un pari, mais pour l'instant on peut dire qu'il est gagnant, mais il y a tout ce contexte qui a fait que il a bien débuté. Oui, bon, déjà, encore une fois, on l'a préparé pour ça et c'est des années de travail en amont de son arrivée en Formule 1. Ensuite, on a aussi, mentalement, il est évidemment très solide. On a mis les éléments en place pour qu'il le soit depuis quelques années également. Il y a aujourd'hui un dynamisme et une ambiance dans l'équipe qui est vraiment super parce que je pense que quand vous avez forcément un Lewis Hamilton dans l'équipe, vous avez aussi la pression qui va avec en tant qu'équipe. Aujourd'hui, on a peut-être un peu moins de pression. On a un groupe de travail avec les ingénieurs qui est heureux de collaborer avec Georges et Kimi. Non pas qu'il ne l'était pas précédemment, mais je pense que ça retire un petit peu de pression parce que quand on a un Lewis qu'on n'arrive pas à faire gagner parce qu'on n'a pas forcément la bonne voiture à ce moment-là, ça rajoute forcément de la pression. C'en est aussi un peu moins pour notre équipe technique aujourd'hui. Donc voilà, on travaille dans un climat serein, on est concentré sur nous, on est en accord avec nos choix et nos décisions, et je pense que tout ça crée finalement une osmose qui permet et à l'équipe et aux pilotes de performer, même si il nous manque encore un peu de performance aujourd'hui pour aller se battre vraiment avec les McLaren qui dominent un tout petit peu, mais on voit que les écarts sont quand même très très proches et j'espère que on va réussir à réduire ça encore plus rapidement. Vous avez déjà anticipé l'éventualité que Kimi Antonelli se rapproche très très sérieusement de George Russell, parce que sur la fin du Grand Prix du Japon, l'écart entre les deux Mercedes il s'est réduit très très vite, et à la fin c'est Kimi Antonelli qui a quand même le meilleur tour en course. Ça c'est un record de précocité. Troisième Grand Prix, meilleur tour en course. Et puis leader d'une course aussi en Formule 1, ça c'est aussi 2 marques de parcours assez importantes qu'il a réalisées. Il est plus jeune dans ces 2 catégories de statistiques, c'est assez formidable. Et puis, moi, j'ajouterais aussi quelque chose vis-à-vis de son caractère que vous commencez à nous décrire. Il y a des pilotes qu'on entend beaucoup à la radio qui parlent énormément. Kimi, on ne l'entend pas beaucoup. Et en Chine, lors de la deuxième course, Toto a dit en fait, qu'il a pris des dommages dès le premier tour sur son plancher. Il avait une voiture qu'il a roulée, qui était dégradée. Il l'a amené à une honorable 8e place. Et surtout, il ne s'est jamais plaint tout au long de la course. Oui, absolument. Il est aussi extrêmement bien guidé et accompagné par Peter Bonington, Bono, qui était l'ingénieur de Kimi, qui contribue, je pense, beaucoup aussi à son approche. J'ai dit de Kimi. Alors, de Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Voilà. L'ingénieur exactement, et donc qui contribue beaucoup à ce climat de sérénité qu'affiche Kimi. Et donc, ça fait partie, je pense, pleinement de l'approche qu'il a sur les week-ends. Et Bono joue un rôle clé et essentiel dans cette
cette espèce de sérénité ambiante. On lui a aussi donné quelques grands prix pour enlever de la pression. On lui a dit, voilà, les 5 premiers grands prix, l'idée c'est de vraiment faire zéro faute, de maximiser le kilométrage, maximiser l'expérience. Il sait qu'il a tout notre soutien, il a grandi dans l'environnement de l'équipe, donc c'est un enfant de la balle, comme on dit, et du coup, il travaille avec des gens qu'il connaît depuis qu'il a 12 ou 13 ans. Donc au final, je pense que tout ça crée cette ambiance et crée ce climat et l'aide. Le seul but qu'on a en faisant ça, c'est de maximiser la performance. Mais Et donc, justement, est-ce que ça risque pas de se crisper un peu du côté de George Russell si on voit que les performances augmentent plus vite que prévu de son côté par rapport à son coéquipier et qu'il va peut-être falloir commencer à gérer ça aussi, c'est pas facile. Bien sûr, on l'a anticipé. Georges bénéficie exactement du même traitement, donc il connaît exactement par cœur ce dont Kimi bénéficie, puisqu'il a lui-même bénéficié et il bénéficie toujours exactement de la même approche et de la même méthode de travail. Et puis, si Kimi se rapproche fortement ou se met à battre Georges dans les semaines, mois qui viennent, ce qui sera déjà un exercice pas facile, parce que Georges, il est quand même très solide, très très solide, et notamment en qualif, je pense, où il excelle même. Et ça sera un bon problème à gérer pour nous. On l'a anticipé, on en a discuté déjà en interne, on a discuté avec les 2 pilotes. Il faut pas se tromper d'objectif non plus. Georges, je pense qu'il est arrivé à maturité aujourd'hui pour se battre pour un championnat. Kimi a fait que 3 grands prix. Donc même s'il est extrêmement talentueux, même s'il a une pointe de vitesse que je qualifie personnellement de hors norme, on l'a pas encore tout à fait vu, je pense, parce que Melbourne, des conditions un petit peu particulières, premier Grand Prix, la Chine c'est un week-end sprint, on a quelques soucis sur sa voiture et puis il ramasse le débris de Charles Leclerc au départ. Suzuka, c'est un circuit qu'il découvre. Là, on va arriver à Bahreïn, Jeddah, qui sont 2 circuits qu'il connaît, sur lesquels il a couru en F2. Donc, on va entamer la saison européenne où il connaît la plupart, voire tous les tracés. Donc, je pense que on va peut-être voir une montée en puissance un petit peu plus claire de Kimi. Et effectivement, il peut se rapprocher et battre Georges, il a le droit. Mais il faut, je pense, pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas brûler les étapes. Généralement, c'est un peu comme ça qu'on se rapproche de l'erreur en principe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a de spécial, quelque chose qui vous aurait frappé vraiment dans l'évolution, dans le développement de ce pilote qui n'a que 18 ans, On a remarqué en particulier qu'il avait une mémoire absolument incroyable de ses chronos, de ce qu'il est capable de faire. Il a des références bien précises, des choses qui le marquent. Alors ça veut souvent dire aussi la mémoire des réglages, la mémoire du comportement des voitures. Il a déjà une approche vraiment de technicien et aujourd'hui, il y a des choses comme ça qu'il intègre et qui ressourcent. Alors, Niki Lauda a été surnommé l'ordinateur, c'est un petit peu pour sa connaissance profonde de la course. Belle etc. comparaison. Mais on demande effectivement à un jeune pilote déjà d'avoir des références très précises, d'être sûr de lui et à ce niveau-là, il montre déjà des choses particulières. Oui, alors, déjà, c'est un garçon qui aime la course à un niveau et la compétition et le sport auto à un niveau exceptionnel. C'est-à-dire que quand il fait pas un Grand Prix de F1, il va soit faire du karting chez lui en Italie, soit il conduit les GT de l'équipe qui est détenue par son papa. Donc il arrête jamais en fait. Il est ultra passionné du pilotage et évidemment et de la performance. Et je pense qu'à l'inverse de ce que vous dites, Stéphane, il n'est pas forcément, il comprend bien le fonctionnement de tout ça, mais je pense surtout qu'il fait simple. Et c'est-à-dire qu'il se complique pas trop l'esprit avec les clics d'amortisseur, avec le carrossage, le truc, le machin. Il laisse faire les ingénieurs, il a confiance dans les gens, il apporte une énergie positive. Là où je pense qu'il est vraiment très fort par rapport à son âge, et il l'a toujours été, c'est qu'il a une capacité de leadership naturel qui est absolument hors norme. Quand il rentre dans une pièce, honnêtement, il a cette capacité à se faire apprécier et aimer de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu
très peu, hormis chez des grands champions comme peut-être Lewis, comme l'était peut-être Vettel à son époque, etc. Cette capacité de leadership naturel qui est absolument hors norme, en plus évidemment de son talent qui est pour moi extraordinaire. Là maintenant, pour George et pour Kimi, la principale qualité qu'il va falloir aller chercher, alors évidemment le pilotage, tout ça, c'est sans doute de guider l'équipe pour continuer à faire progresser l'auto, la rapprocher des McLaren. C'est un travail aussi un petit peu différent. Je pense notamment pour George, qui est maintenant le leader technique naturel de cette équipe. Ouais, je pense que la F1 moderne aujourd'hui, si vous voulez, elle est... Bon, on sait que c'est une F1 d'ingénieur, hein, donc, et je pense que si vous donnez la bonne voiture au bon pilote, ils vont savoir l'exploiter et la mettre devant. Je pense que aujourd'hui, si vous regardez le niveau pilote global qu'il y a en F1, vous donnez la meilleure voiture à peu près l'un des 20 pilotes de la grille, et je pense que globalement, il arrivera à la mettre devant. Alors, il y a encore quelques exceptions. On voit évidemment chez Red Bull que la deuxième voiture, elle est... oui, mais c'est parce qu'elle a été faite aussi, cette voiture autour et construite autour de Max depuis des années. D'accord. Et que le deuxième siège, il a été un peu délaissé depuis aussi des années. Donc ils se sont concentrés sur un sujet, ce qui n'est pas notre cas ou ce qui n'est pas le cas de McLaren. Vous prenez les McLaren, aujourd'hui, l'écart entre Lando et Oscar, il est vraiment très très faible. Je pense que l'écart entre George et Kimi va être très faible. Vous prenez Ferrari, l'écart entre Charles et Lewis est très faible. Il va certainement se réduire encore parce qu'il faut que Hamilton s'habitue un peu plus encore à son environnement, etc., etc. Donc si vous regardez, globalement, je pense que le côté technique, il est surtout lié aux ingénieurs, aux directeurs techniques, etc. Et que c'est plutôt à nous de nous concentrer sur donner une bonne voiture à Kimi et George. Évidemment, on tient compte de leur retour technique, de leur feedback, etc. Mais je pense que il faut se concentrer sur faire assez simple. En gros, la voiture, elle sous-vire, elle survire. Voilà comment on arrive à gérer nos pneus, etc. Moi, je suis pas dans l'ingénierie, dans le détail des décisions techniques. Je connais les grandes lignes, mais on fait en sorte de se concentrer pour que nos pilotes délivrent leur 100%, ce qu'ils font, je pense, actuellement. Et après, à l'équipe technique de leur donner la voiture pour gagner. Alors, une question quand même assez importante. Où en sont les discussions actuelles sur le renouvellement du contrat de George Russell ? J'imagine que vous aimeriez le voir continuer parce que c'est aussi l'un des deux champions du futur et Anthony Lee le sera autant bientôt. Il est dans sa 7e saison Formule 1. Vous avez dit qu'il est arrivé effectivement à maturité. Le sentiment qu'on a tous, c'est que si on lui donne une Red Bull, une voiture gagnante, une McLaren ou une Mercedes qui est à la pointe, tout simplement, il roule en tête et il pourra être champion du monde. Toto Wolff a dit il n'y a pas très longtemps, une signature d'un contrat, c'est pas juste se mettre d'accord sur mettre le pilote telle année dans la voiture. C'est beaucoup de choses qui sont autour. C'est la représentation de l'équipe au niveau des sponsors. C'est tout ce qu'il y a autour qui fait pour l'équipe aussi. Qu'est-ce qui se négocie actuellement ? Est-ce que George, il pourrait maintenant avoir un statut ou un contrat de superstar avec des avantages un peu plus de confort, je dirais, dans sa vie à côté du pilotage et de la vie de l'équipe ? Je pense que George, la seule chose dont il a envie aujourd'hui, c'est d'être champion du monde. Donc la seule chose qui l'importe actuellement, c'est de s'assurer qu'on va être capable de lui fournir une voiture qui lui permettrait d'être champion du monde. Donc, et c'est tout à fait légitime. Il est avec nous depuis qu'il a 15 ou 16 ans. Et il a consacré sa vie aussi à cette équipe jusqu'à présent. Et il a envie d'être champion du monde avec nous. Et je pense que c'est tout à fait réciproque en ce qui nous concerne. Il faut qu'on arrive, comme l'a dit Toto très récemment, à mettre tous les éléments et les désirs de chaque côté autour d'un contrat. Mais je pense que la volonté aujourd'hui affichée clairement des deux côtés, elle est de continuer. Et comme l'a précisé
comme je le disais Toto récemment, il faut qu'on arrive juste à mettre tous les bons ingrédients ensemble et on voulait juste voir un petit peu comment allait se passer le premier tiers de saison avant de s'asseoir et de parler sérieusement des sujets contractuels. Ça peut être signé rapidement alors? Ça veut dire c'est une question de quelques semaines ou... Ouais, on va dire le mercato, il va commencer à s'ouvrir, je pense, à partir du mois de mai-juin, comme chaque année, et c'est à peu près, on va surtout vouloir que tout ça soit entériné avant de partir en vacances cet été? sereinement. Voilà, exactement. Donc, je pense que Je peux vous poser une petite question que tout le monde se pose, je suis obligé de vous la poser, ça sera bien la sûr. dernière question avant de se quitter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans un coin de la tête de Toto Wolff, l'idée de gagner un petit peu de temps en se disant on ne sait jamais si Max Verstappen sent que ça ne va pas du tout le faire, le règlement 2026 chez Red Bull, est-ce qu'il n'y a pas une toute petite opportunité de dire Max, Mercedes quoi? Il faudrait une troisième Mercedes, comme ça mettrait tout le monde d'accord sur la grille l'an prochain. Je pense que de la même manière, Max, ce qu'il veut, c'est s'assurer d'avoir la voiture pour être champion du monde. Je pense que n'importe quel patron d'équipe, que ce soit Toto, Fred Vasseur ou n'importe quel patron d'équipe aujourd'hui, serait fou de pas considérer l'option d'accueillir Max Verstappen dans son équipe. Et donc, je pense évidemment que c'est aussi le cas en ce qui concerne Toto. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire et de ce qu'on sait, Max, il a un contrat qui le lie à Red Bull jusqu'à 2028. Donc, à notre sens, c'est pas un sujet réellement aujourd'hui. Alors, il y a toutes les rumeurs qui traînent tout le temps autour de ça. Chaque fois que on boit un café avec Jos Verstappen parce qu'on s'entend bien et qu'on discute de tout à fait d'autres sujets, notamment de rallye, pour tout vous dire, puisqu'on est tous les deux passionnés de rallye, tout de suite ça s'enflamme on discute des modalités du contrat de Max Verstappen. Enfin bon, c'est habituel et c'est classique. Maintenant, encore une fois, on a monté un programme junior il y a 9 ans maintenant avec Mercedes. On a 2 jeunes qui sont issus de notre programme junior et qui performent. Je pense que les deux soit sont à maturité pour être champion du monde, soit en tout cas ont le potentiel pour être champion du monde dans quelques années. Et on souhaite se concentrer là-dessus. Après, je ne sais pas dans les mois, semaines et mois qui viennent quel souhait Georges aura et quelle possibilité il y aura ou pas autour de Max. Jack Doohan qui a essayé quelque chose d'assez incroyable, ne pas refermer son DRS à l'entrée du numéro 1 sur un tour chrono, son deuxième d'ailleurs je crois, parce qu'il avait testé ça au simulateur. Est-ce que ça vous paraît réaliste en fait, avec un jeune pilote débutant qui constate que ça passe au simulateur, lui dire tu peux essayer en vrai? Bon, déjà, on n'a pas tous les détails précis du pourquoi, du comment, etc. Je pense que c'est une erreur un peu de jugement optimiste de la part de Jack, qui est également aussi, je pense, un peu sous pression et qui a besoin de montrer et de démontrer certainement un peu plus encore qu'il a sa place dans l'équipe aux côtés de Pierre. Donc, est-ce qu'il a souhaité tenter un truc incroyable que personne n'avait tenté jusqu'à présent? Est-ce que c'est une simple erreur d'appréciation? Est-ce que c'est de la bêtise? J'ai pas les éléments pour pouvoir juger ça, mais ce que je constate, c'est qu'on a affaire à un jeune qui est pas complètement serein et qui est sous pression et donc qui a cette obligation de prouver. Alors peut-être qu'il a voulu essayer quelque chose pour montrer qu'il pouvait être plus vite que Pierre. Je ne sais pas. Il paraissait persuadé que ça pouvait passer. Enfin, quand on fait ça, c'est qu'on a quand même une certaine dose de confiance. Bon, erreur de jugement. Voilà. Un petit mot en 20 secondes sur le début de parcours. On a parlé de Kimi Antonelli, évidemment. Le début de parcours aussi pour Isaac Hadjar. Forcément, dans votre fonction, vous devez regarder ça aussi d'un œil d'expert. Bien sûr, déjà, bravo à lui parce qu'il fait un très beau début de saison. Alors, il y a le petit couac de Melbourne qui est vraiment malheureux pour lui parce que
ça peut arriver. Puis il y a eu quand même d'autres grands champions sur cette course-là qui ont fait aussi des erreurs. Hein. Donc c'était facile d'en faire une. Kimi est passé pas très très loin non plus de faire ce qu'a fait Jack Doohan. D'une manière générale, je trouve que c'est super sympa de voir ces jeunes arriver. Et ça montre aussi à quel point les catégories juniors ont un niveau élevé et préparent correctement quand même à l'arrivée en F1. On peut prendre l'exemple aussi d'Oliver Biermann qui a fait l'an dernier quelques apparitions assez bonnes et qui fait aussi un début de saison intéressant. Mais pour Isaac, je suis français, donc le côté français de la chose, je le suis depuis pas mal d'années. On n'a pas beaucoup interagi ensemble puisqu'il était membre d'un programme concurrent, mais j'étais un des témoins de son ascension. Il fait une grosse saison d'F2 l'année dernière avec un peu de malchance technique, sans quoi je pense que c'était un clair candidat au titre. Mais il avait affiché des performances incroyables et ce qu'il est en train de montrer aujourd'hui en prenant l'ascendant et sur Tsunoda d'abord et puis ou en tout cas en matchant et en donnant le change à Tsunoda et maintenant sur Lawson qu'il a clairement enterré quand même à Suzuka. C'est super chouette à voir et tant mieux pour lui et je lui souhaite que ça continue comme ça toute la saison. Merci Gwen Lagrue d'avoir été dans les fous du volant aujourd'hui, passionné de rallye. Ça tombe bien, on a ouvert la saison 2025 avec Sébastien Ogier. On était pas mal. On est en bonne compagnie. Merci beaucoup. Merci infiniment Gwen. Ça fait plaisir, à très bientôt. Oui, on se revoit pour la première victoire de Kimi. Avec grand plaisir. Dans pas longtemps. Cette année donc. ouais, on sent que ça vient. Merci, à bientôt. Ça aurait été énorme qu'ils nous annoncent que en fait, Max Verstappen arrivait chez Mercedes la saison prochaine. Je suis pas sûr que ça se réalise, mais on aurait pris le scoop. Pour l'histoire, on préfère que Mercedes continue dans cette logique. Ils investissent depuis 7 ans maintenant en Formule 1 sur George Russell, qu'ils avaient placé avant chez Williams, comme ils avaient fait d'ailleurs avec Nico Rosberg 4 ans chez Williams avant de le prendre dans l'écurie à leur retour en 2010. Et puis là, on est excité de voir ce que va donner Kimi Antonelli. Tout à fait. Il a passé un cap quand même assez important, surtout que le vendredi, aux essais, à Suzuka, il était un petit peu perdu. Et puis, il a remis des choses en place, dans l'ordre, sans s'affoler. C'est aussi une grande qualité chez les pilotes qui ont normalement un grand devenir. Certainement un futur champion du monde, ou en tout cas un futur vainqueur de Grand Prix. Ouais. Attendons la suite. Mais on a vu déjà, on voit de plus en plus des choses intéressantes, de flash, de grosses perfos. Alors, on va revenir maintenant sur ce Grand Prix. Sur le papier, je le disais, c'était vraiment un Grand Prix avec un très haut potentiel de spectacle, puisque Max Verstappen fait la pole position. Il se retrouve devant ses deux adversaires directs équipés de monoplaces réputées plus performantes, les deux McLaren. Et puis, on se retrouve surtout avec Lando Norris et Oscar Piastri qui sont à deux face à Max Verstappen parce que Yuki Tsunoda, qui fait son premier week-end au volant de la Red Bull, s'est qualifié en 15e position. Donc vraiment, moi, je me suis installé sur le Grand Prix, je me suis levé, je l'ai regardé en direct. J'étais vraiment impatient de voir. Et puis à l'arrivée, les 3 premiers se tiennent en 2 secondes une. Donc on se dit, en fait, sur le papier, ça aurait pu être aussi un super Grand Prix. L'année dernière, 12 secondes d'écart entre Max Verstappen et Checo Pérez. Et non, ça l'a pas fait. Je peux dire, sans trop exagérer, qu'on s'est ennuyé devant ce Grand Prix, Stéphane ? Pour mémoire, en fait, pour me souvenir de l'intérêt d'un Grand Prix, je mets une note systématiquement sur 5. Là, j'ai mis 1 sur 5. C'est pas souvent quand même qu'on s'ennuie autant, c'est vrai. Et pour plusieurs raisons, ça tient peut-être à un concours de circonstances. J'ai regardé simplement depuis 2001. Il y a eu 5 Grands Prix simplement du Japon, à l'issue desquels le vainqueur ne s'était arrêté qu'une seule fois. Donc c'est pas la norme, c'est plutôt 2 fois, 3 fois. On sait que la météo aussi s'en mêle à Suzuka, ce qui donne tout de suite
des scénarios très intéressants. Ouais. Là, c'était pas le cas. Non. Il y avait 12 millièmes d'écart entre la pole position et le deuxième temps aux essais. Et là, c'est toujours un petit peu pareil. Sur une fin de règlement où tout le monde optimise les voitures, où les écarts sont extrêmement serrés, eh bien, tu peux pas te dire, c'est génial, le samedi, la pole se joue au millième, et puis attendre des écarts le dimanche de performance qui vont faire que ça va doubler dans tous les sens, et surtout sur un arrêt. Donc, on peut pas avoir les deux. Ça, c'est juste pas possible. La question, c'est vrai, c'est Russell l'a posée sur le choix des gommes. Il a dit, ça fait 2 grands prix où on a un resurfaçage, quand même assez important, et on choisit des gommes trop dures, qui ne s'usent pas. Il y a eu spécialement du grainage, en fait, mais aux essais, mais pas en course. C'était une petite surprise, parce que les rythmes étaient peut-être moins importants. Clairement. McLaren l'a constaté assez vite. Et ça aurait pu être une chance pour McLaren. Moi, j'attendais ça, franchement, dire là maintenant, Verstappen, en fait, il va commencer à souffrir. Bah, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas de facteur limitant. Et c'est là où McLaren est très forte, normalement, habituellement, sur l'usure des gommes. Et c'est là où ils font la différence. Ils n'ont même pas pu esquisser une attaque ou faire. Ils ont fait un peu de bluff au stand, sur un arrêt au stand. Mais fausse alerte. Red Bull n'a pas mordu à l'hameçon, ils étaient tranquilles. Ils savaient que ça passerait comme ça. Surtout avec quelqu'un comme Verstappen. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'était quand même, globalement, 3 jours d'anthologie pour Verstappen, qui est l'un des rares pilotes, je crois, avec Clark, Senna et Schumacher, à avoir remporté 4 grands prix au Japon de suite, dans une même épreuve, après 4 pole positions. Voilà. Donc, ça se situe aussi. Alors, si on n'a pas le scénario, on a en tous les cas un grand vainqueur. Et on est rassuré déjà sur le fait que cette saison va être géniale. Et j'ai d'ailleurs aussi regardé sur le total des écarts entre le premier et le deuxième en qualif sur les 3 premiers Grands Prix de la saison. Il y a 178 millièmes d'écart. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Formule 1. Donc les qualifications sont serrées comme jamais. Donc 84 millièmes, 82 millièmes, là c'était 12 millièmes. Ce qui rend les qualifications passionnantes, mais forcément, s'il y a peu de différence sur la piste, c'est difficile de faire des dépassements sur un circuit comme Suzuka, qui est vraiment un magnifique tracé, mais qui est finalement un tracé de qualification et peut-être un petit peu moins un tracé de course. Et pourtant, Pirelli a dit, nous, on fait des efforts, enfin, ça marche mieux. Alors ça, c'était certainement dû au nouveau revêtement, et qui permet aussi d'enlever des bosses, donc les voitures sont plus compétitives, mais Pirelli a dit quand même, le meilleur tour de Antonelli, c'est 2 secondes 7 plus rapide que l'année dernière. Donc, c'est quand même pas rien. C'est Verstappen qui l'avait fait et pas le coup de la portière. Donc, ça va plus vite, mais les scénarios sont complètement fermés à double tour. On va essayer de regarder pourquoi. Si tu veux, alors pour moi, il y a 3 raisons. Dans la raison, il y a aussi dans les raisons auxquelles j'ai pensé, il y a les pneus. C'était pas le premier facteur, mais puisqu'on y est, restons-y. En fait, on s'est retrouvé. Tout le monde était un petit peu terrorisé sur le fait d'être en proie à du graining. Donc, on a fait une grosse partie du premier relais. Vraiment en ménageant les pneus. Il y avait des problèmes à l'avant-gauche spécialement, même pour Norris, aux essais, donc tout le monde était très prudent par rapport à ça. Et tous les pilotes sur le premier relais ont reçu finalement l'autorisation d'utiliser le capital des pneumatiques 2, 3, 4 tours avant l'entrée au stand à la fin du premier relais. Donc tout le premier relais, il s'est pas passé grand-chose, le rythme n'était pas exceptionnel. Il n'y a eu aucune dégradation. Ça, c'est aussi les team managers qui ont fait la remarque. Aucune dégradation des pneus sur les relais, puisque je crois que c'est Andrea Stella qui disait ça continuait d'afficher du purple, du mauve, tout au long des relais. Autrement dit, les pneus se détérioraient pas. Les meilleurs teintes intermédiaires dans les 3 secteurs différents. Or, on sait que c'est souvent un facteur qui fait que, en fin de course, d'un seul coup, il y a des renversements de situation. C'est pas arrivé. Et j'en reviens, sans vouloir incriminer le manufacturier unique de la Formule 1 qui est Pirelli. Pirelli, ils n'ont aucune raison de prendre des risques à mettre des pneus plus tendres et de se retrouver avec des mauvaises images, des crevaisons, des pneus qui se dégradent. Ils n'ont aucune raison parce que c'est les seuls. Donc ils sont sûrs de gagner le Grand Prix en question. Donc ils mettent les pneus qu'ils veulent. Et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il faut arrêter l'histoire du manufacturier unique en Formule 1 pour redonner de l'intérêt et faire que d'autres manufacturiers viennent, apportent des solutions techniques et qu'on se retrouve avec de l'intérêt jusque-là. On nous a dit, ouais, mais à chaque fois, c'est la guerre des étoiles, ça va coûter des milliards. Eh ben non, faites un cost cap comme il y a chez les équipes de Formule 1. Bah, vous faites pareil chez le fournisseur de pneus.
et le problème est réglé. C'est un problème que tu soulèves qui est intéressant, qui est important. Et c'est vrai que Pirelli est assez conservateur dans ses choix. Et je ne critique pas Pirelli parce qu'ils ont raison de faire ça. Si tu regardes les 13 dernières courses, il y en a 10 qui sont à un arrêt. Donc là-dessus, maintenant, il ne se passe plus rien. Et l'année dernière, ça tournait. C'était à tour de rôle Red Bull qui avait la meilleure voiture, c'était McLaren, de temps en temps aussi Ferrari. Il y avait un mix, il y avait une recomposition en permanence. Et les patrons d'écurie disaient, mais nous, en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre sur le prochain Grand Prix. Ça va être un peu pochette surprise. Ouais. Là, c'est tout verrouillé. C'est McLaren contre Verstappen, point barre. Oui, c'est vrai. Et puis, on tourne autour de ça, quoi. Et ça fait quand même, effectivement, 4 Grands Prix que le poleman l'emporte. Ça fait surtout 6 Grands Prix. Et c'est là où c'est un peu plus gênant. 6 Grands Prix où le vainqueur l'emporte sans avoir à dépasser. Il a acquis sa position sur la piste. Parce qu'il est en pole position, donc c'est une course de position, on va dire. S'il est devant, il reste devant, il n'y a plus de problème. S'il ne se fait pas undercutter, il n'a pas à repasser. Donc, on est sur ce schéma-là qui est un petit peu bouclé, comme tu le dis. C'est vrai que si on avait 2 manufacturiers de pneus, alors à l'époque, il y a une vingtaine d'années, hein, je crois que le manufacturier unique, c'est arrivé en 2011, je crois. Hein. Ça fait déjà une quinzaine d'années que ça tourne. Alors, ce qui posait problème, c'est que ça coûtait très très cher en termes de développement, en termes de coûts d'essai. Les écuries passaient beaucoup de temps à ça. Et puis, c'était toujours les mêmes critiques, c'est-à-dire que les qualités des châssis, les qualités des moteurs passaient après les performances, les progrès des manufacturiers, et ça frustrait tout le monde. Et personne n'y trouvait son compte. Donc, et puis surtout, en fait, quand il y a un manufacturier qui prenait le pas sur l'autre, sur un Grand Prix... Ça excluait toute une partie de la grille. Voilà, tout à fait. C'est vrai. Donc, c'est vrai, il y aura certainement un compromis à trouver, parce que si tu n'organises pas de séance d'essai entre 2 Grands Prix, tu ne peux pas faire du développement. Donc, tu ralentis quand même ce facteur-là. Mais après, si tu as 2 manufacturiers, il y a forcément des perdants dans l'histoire à un moment. Donc, et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des manufacturiers comme Bridgestone qui travaillaient en exclusivité pour Ferrari à une époque. Voilà, il y a écurie de développement, point barre. Donc, tu savais ce qui allait se passer. Bon, voilà. L'autre élément auquel j'ai pensé, le deuxième élément auquel j'ai pensé pour expliquer cet ennui du Grand Prix du Japon, c'est le manque d'initiative de McLaren. Tu l'as évoqué. On a envisagé à un moment de faire un undercut à Lando Norris pour essayer de dépasser Max Verstappen. Le Britannique était derrière le pilote Red Bull, mais on sentait bien que dès qu'il se rapprochait, finalement, il perdait le fil et il n'arrivait pas à se mettre en position de produire une attaque. Et même Oscar Piastri, en conférence de presse après le Grand Prix, a reconnu que son arrêt à lui, il s'est arrêté un tour plus tôt que Max Verstappen et Lando Norris qui était devant lui. En fait, c'était plus pour protéger sa position par rapport à ce qui se passait derrière, que pour essayer de prendre l'avantage, soit sur son coéquipier, soit sur Max Verstappen. Il l'a dit. Et d'ailleurs, il y a 2 informations dans la citation que je vais vous donner. Je demanderai à l'équipe quel était leur plan, mais je pense que c'était une bonne stratégie. Bon, ça, c'est du corporate, parce que si tu ne sais pas comment tu peux juger. Nous étions un peu dans le no man's land. Je retiens 2 choses. 1, il va demander à l'équipe quelle était sa stratégie. En fait, si tu poses la question, c'est qu'il n'y en avait pas, parce que, à mon avis, on t'aurait donné l'info quand même de la stratégie de base. Et on était dans un no man's land. On a bien senti qu'on ne savait pas quoi faire chez McLaren. Il y a eu un moment, j'ai écouté les échanges radio entre les pilotes McLaren et leur équipe. Il y a eu un moment, je crois que c'est 41e tour, où Oscar Piastri demande si éventuellement on ne peut pas essayer quelque chose, parce qu'il sentait qu'il avait le rythme pour essayer de produire une attaque sur Max Verstappen. Et il a demandé en fait, est-ce que Lando économise ses pneus là, ou est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Réponse de son ingénieur, c'est le rythme de Lando. Et là, tu sens que c'était un message un petit peu préétabli. Si je te dis ça, ça veut dire qu'on ne touche à rien. Et il n'y a pas eu d'argument de la part de Oscar Piastri. C'est resté comme ça. Ça a fait 2 et 3. On est peut-être allé chercher les points là du côté de chez McLaren. Ce que tu es en train de me dire, un statu quo. Ce que tu es en train de me dire, c'est peut-être qu'il manque à McLaren un super stratégiste. Oui. Le stratégiste de Red Bull, par exemple. Qui arrivera chez McLaren l'année prochaine. Simplement, le contrat est déjà signé. Il va rester 1 an de plus
chez Red Bull et ensuite il va migrer chez McLaren. Alors, on verra peut-être des choses différentes, mais ça sera un autre règlement. Mais on se dira peut-être, tiens, ça c'est une stratégie McLaren à la façon de Red Bull. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Franchement, il y a eu 0 abandon, donc 0 incident. Même pas une voiture de sécurité virtuelle, rien. Quelque chose qui crée une mini-opportunité, rien du tout. Non. Je trouve qu'il a manqué un petit départ de feu dans la course. Ça aurait pu aussi, sans autres conséquences. Tu vois que simplement on arrête. Ça ne génère pas d'abandon, ça ne signifie pas un accident. C'est voilà le motif. T'aurais crié au scandale s'il y avait eu un safety car à cause de ça. Mais bon, il ne s'est rien passé. C'est vrai, on a regardé cette course en attendant un événement et qui n'est jamais arrivé. Qui n'est jamais venu. Donc c'était un petit peu frustrant de ce côté-là. Et du côté de chez McLaren où effectivement. Ils ont fait finalement la meilleure voiture, mais ils n'ont pas encore le logiciel pour renverser une situation quand le cours des choses n'a pas été pour eux en qualification. Mais je le rappelle, enfin je le répète encore une fois, c'était vraiment le critère, c'était pas l'usure des pneumatiques, c'est là-dessus que McLaren gagne ses courses, et donc ils étaient privés de l'argument principal, de toute façon. Le troisième point auquel j'ai pensé, Stéphane, tu te souviens, en 2022, la nouvelle réglementation faisait qu'on n'avait pas le droit de modifier les ailerons avant et arrière, justement dans l'idée de produire un petit peu des courses avec plus de dépassement. Et on avait même fait un calcul dans les fous du volant sur les écarts auxquels les voitures pouvaient se suivre. Et il y avait eu beaucoup plus de dépassements en 2022. Il y en avait eu un petit peu moins en 2023. Il y en a eu moins en 2024 qu'en 2023. Et pourquoi ? Parce que on voit bien maintenant, tous les ailerons, ils changent dans tous les sens. Et donc, les voitures ne peuvent plus se suivre de près. Si vous ne pouvez pas suivre la voiture qui vous précède suffisamment près dans le virage avant de produire une attaque, vous ne pouvez pas dépasser. Je trouve qu'on a un petit peu perdu l'esprit de cette réglementation 2022 qui visait justement à permettre aux autos de rouler plus proches les unes des autres pour produire du spectacle. Il va falloir y repenser parce que des grands prix comme ça, heureusement que c'était Suzuka et que c'est un super circuit, parce que sinon, ça va être la course à l'ennui, très sincèrement. Oui, et puis je te parlais des interventions de la voiture de sécurité. La FIA a tapé un petit peu du poing sur la table aussi en éditant une nouvelle note ce week-end à Suzuka pour indiquer plus précisément aux pilotes où s'arrêter en cas de problème technique, d'arrêt d'urgence. Donc se garer selon les secteurs à droite ou à gauche. Pour provoquer moins d'intervention de la voiture de sécurité. Tout à fait, parce que la FIA a dit globalement que l'année dernière, il y a eu des abus sur des déclenchements de séquences de voitures de sécurité. Et j'en viens toujours à la même chose, en fait. Il faut préserver effectivement les stratégies dans toutes les équipes. Il y a des équipes qui partent avec dans l'idée de faire un arrêt, d'autres 2 arrêts, et je trouve ça très intéressant comme principe justement parce que on va décaler les temps forts et les temps faibles de chaque équipe. Le temps fort, c'est vraiment quand tu peux attaquer. Le temps faible, c'est quand tu es en gestion. Et à la fin de la course, on a des choses un petit peu différentes. Le premier quart d'une course, c'est vrai, c'est un petit peu embêtant. Chacun fait attention à préserver ses pneus pour développer sa stratégie, 1 ou 2 arrêts. Et puis le deuxième tiers, c'est pareil, on commence à comprendre qui est sur un arrêt, qui est sur 2. Et c'est dans les à peu près 20 derniers tours que tout se décante. Et là où on voit des pilotes revenir vraiment du milieu de peloton avec une allure extraordinaire, nous offrir des dépassements, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Et puis parfois, ça va jusqu'à se bagarrer pour la première place. Et c'est ça l'intérêt. Et je trouve qu'il faut garder ça à l'esprit, et effectivement demander, 1, aux manufacturiers d'avoir potentiellement une offre double compétitive pour chaque course, et puis 2, de minimiser tant faire se peut, l'intervention de la voiture de sécurité pour ne pas casser ça. Alors, on est content qu'il y ait une intervention de voiture de sécurité, ça reroute tout, mais ça fait aussi des perdants. C'est artificiel, c'est c'est contraire à la course. Et là, c'est une décision aussi un petit peu... Je vois la patte quand même de Mohamed Ben Sulayem derrière ça, parce que la FIA, on peut le dire, est en guerre avec le promoteur de la Formule 1. C'est une guerre de pouvoir, c'est qui décidera de quoi, comment, etc. Et là, la FIA dit... Nous, on veut des courses finalement authentiques, on veut moins de courses hachées, et il ne faut pas aller vers ces courses qui sont découpées en fonction d'intervention de la voiture de sécurité. Tendance NASCAR. NASCAR. Tout à fait. Et je trouve que c'est bien parce que l'année dernière, on a eu 7 ou 8 courses de suite, on l'avait répertorié ça, où il n'y avait pas eu de voiture de sécurité et où on a vu des belles courses. Voilà. Avec 5 ou 6 grands prix de suite où le vainqueur avait été obligé de dépasser le leader
d'alors sur la piste pour remporter le Grand Prix. Donc ça, on était dans un cercle vertueux qu'il faut retrouver. Alors que là, tu disais, le chiffre qu'on retiendra, c'est donc 6 Grands Prix consécutifs où le vainqueur n'a pas eu à dépasser en piste. Tout à fait, tout à fait. Okay. Grand Prix de suite avec, ça dit quand même un petit souci. On va parler des Français maintenant sur ce Grand Prix du Japon. Stéphane, on va se faire plaisir. On va commencer par la bonne nouvelle. Isaac Hadjar qui a inscrit ses premiers points en Formule 1. Alors on a fait l'affiche du Grand Prix du Japon pour Isaac Hadjar. 8e temps de la première séance d'essai libre. Il devance d'entrée de jeu Liam Lawson, et c'était important, mine de rien, parce que il change de coéquipier. Il faut marquer tout de suite son territoire. 3e temps de la 2e séance d'essai libre, c'était vraiment un vendredi très très intéressant pour le Français. Alors on sait qu'il roule quand même quasiment à vide. Hein. Oui. Ils ont une petite habitude de ce côté-là, mais oui, mais il est encore devant Lawson. Ah, mais tout à fait. Et j'imagine que c'était aussi un petit peu pour rassurer Lawson qu'ils ont fait ça. Et Hadjar avait besoin aussi de rouler, de sentir les limites, parce qu'il ne connaissait pas ce circuit, à part des tours, mais dans l'équivalent d'une Formule 4, ce qui n'était pas très représentatif de ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui. Et puis le samedi. Alors samedi, 10e temps sur la 3e séance d'essai libre. Bon, ok, solide. Il a sa place, hein, finalement, à peu près. Et la qualif 7e temps en qualif. Il est 131 millièmes de seconde plus rapide que Liam Lawson en Q2. J'ai pris ce temps de référence parce que Lawson ne passe pas en Q3 et il fait une belle Q3 puisqu'il prend la 7e place sur la grille, sachant qu'auparavant il avait eu son problème de harnais lors de la première phase de qualification. Il y a beaucoup de messieurs qui écoutent ou regardent les fous du volant. Vous allez vite comprendre, il avait un problème de harnais qui lui compressait l'entrejambe et quand vous faites des freinages en Formule 1, il faut vraiment vous rendre compte que vous êtes tout le poids de votre corps repose sur votre entrejambe. Il a pris sur lui, il s'est qualifié, il a passé la Q1 et derrière il a fait vraiment une belle qualif. Il a fait un beau Grand Prix, il est 8e à l'arrivée, 45 secondes devant Liam Lawson quand même, qui lui termine 17e. Et donc avec ses premiers points, il est 13e du championnat. Ça y est, Isaac Hadjar est lancé. Il est lancé, là il prend le leadership dans l'équipe, véritablement. Et puis, il a passé le test ultime de Suzuka. Au test à Bahreïn, en pré-saison, il y a Red Bull, Racing Bulls, qui dit il est rapide sur un tour. Il y a un tout petit problème, c'est qu'il fait un peu du yo-yo encore. Il n'est pas constant en termes de chrono sur la distance d'un Grand Prix. Et parce que physiquement, il ne tient pas tellement. Il y a le choc encore de l'écart entre une F2 et une F1. Et ça, c'est tant que pas monter dans une F1 et que tu n'as pas fait 60 tours à Suzuka, tu ne peux pas savoir exactement ce que c'est. Alors, Melbourne, c'était sous la pluie, donc ça gomme un petit peu ces contraintes-là. C'était un circuit un petit peu stop and go quand même. La Chine, c'était un peu pareil. Et là, quand même, tu as les enchaînements du premier secteur, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de virages. Le R130, c'était extrêmement éprouvant. Et là, je trouve qu'il a passé aussi ce, entre guillemets, crash test avec succès. Physiquement, maintenant, il est bien. Il a dit, j'ai le coup détruit. Hein. À la fin de la course, il y en a, je pense, beaucoup. Tous ses confrères, même s'ils ne l'ont pas dit. Mais maintenant, je pense qu'en son fort intérieur, il sait qu'il peut faire le job, qu'il peut aller sur tous les circuits maintenant, qu'il n'aura pas de problème et qu'il faudra s'adapter aux spécificités de chaque tracé. Mais il n'y a plus cette petite épée de Damoclès. Est-ce que je vais être capable de tout mettre en place, de tout bien faire, etc. Donc c'est juste remarquable. Même remarque finalement que pour Kimi Antonelli, on va retrouver le week-end prochain à Bahreïn un Isaac Hadjar qui connaît les lieux. Là aussi, ça va nous dire, après 3 Grands Prix qui sont quand même sur des tracés assez particuliers, Melbourne, Shanghai, on y va quand même pas très souvent. Là, maintenant, le Japon à Suzuka, là, on va arriver sur un circuit qu'ils connaissent très bien et on va avoir de nouveau des éléments de comparaison intéressants avec ses coéquipiers. Isaac Hadjar, il connaît ses adversaires. Il a dit, dès le début de la course, on savait qu'on allait se battre avec Albon. Devant Albon aujourd'hui, c'est c'est solide. C'est solide. Il faut se donner. On va pas non, crier. Mais il a dit j'ai bien exécuté ma course et c'était à cette seule condition qu'il pouvait y arriver. Et puis Isaac Hadjar, surtout, ce qui est très important, c'est qu'il ne sort pas en essai libre. Donc il fait ses tours, il fait son quota, il fait son plan de travail. Ils ont des datas à analyser après. S'il faut corriger les choses sur le setup, ils sont capables de le faire. Donc c'est quelque chose qui se déroule selon un scénario presque écrit de façon idéale avant le week-end de course et qu'il est capable d'appliquer. Et c'est à cette seule condition qu'il peut délivrer le dimanche. C'est ce qu'il a fait. Franchement, c'est beau.
On va parler d'Esteban Ocon Et puis maintenant. alors, le dépassement en prime, cerise sur le gâteau, à l'extérieur du numéro 1, sur Sainz quand même, fallait, voilà. Qu'a zigzagué un petit peu. En Ouais. refermant le DRS, vraiment au dernier moment, il a dit, je me suis fait très peur. Donc, mais il est capable d'y aller et c'est assez gonflé. Oui, c'est Voilà. vrai. Tu Et cherchais, surtout tu cherchais le mot là. Surtout par rapport à ce qui est arrivé à Douane. À Douane, on en reparlera. Voilà, en essai libre. On en reparlera. Esteban Ocon, donc maintenant, j'ai le sentiment d'un Grand Prix du Japon un petit peu aigre-doux. Il était 5e en Chine. Hein. Il avait fait un très très beau Grand Prix en Chine, Esteban, mais il avait aussi bénéficié de la disqualification des deux Ferrari. Et là, il s'est retrouvé en difficulté avec son auto. C'est marrant, on va voir la fiche de Esteban Ocon. 19e temps de la première séance d'essai libre. Il est derrière Oliver Biermann pour 46 millièmes de seconde. L'après-midi, ça corrige plutôt bien. 14e temps, donc ça progresse quand même déjà dans le classement, dans le peloton. Et il est devant Oliver Biermann, 147 millièmes de mieux. Samedi matin, ça se complique. 18e temps, il repasse à quasiment 1/10 derrière son coéquipier. Et en qualif, il est 18e sur la grille, quasiment une demi-seconde en Q1 par rapport à Oliver Biermann. Il y a quelque chose qui lui a échappé. Ils n'ont pas réussi en fait à garder le même mouvement, la bonne direction qu'ils avaient trouvé le vendredi après-midi. Le résultat des essais libres 3 est quand même difficile à lire. Ils n'ont pas pu passer de pneus pour la qualif, de tourner en condition de qualif à cause de tous ces différents départs de feu qui ont haché la séance. Et là, il arrive en qualif dans l'inconnu la plus totale. Je pense que c'est difficile dans ces conditions. Et ça s'est soldé, Stéphane. Bon, ça s'est vu, effectivement. Ça s'est soldé, Stéphane, par une 18e place à l'arrivée. Il termine à 28 secondes 9 de Oliver Biermann, qui lui prend la 10e place, donc marque un point. Un Grand Prix que j'ai trouvé vraiment, vraiment frustrant parce qu'on a senti qu'il y avait une direction intéressante le vendredi en fin de journée. Ça a pas payé. Au final, comme on ne savait plus trop où on en était, on a fait une stratégie en envisageant la possibilité d'une safety car. Tout à fait. En fait, on a mis ses œufs dans 2 paniers différents, ce qui est intelligent d'ailleurs, du côté de chez Haas. Et malheureusement pour Esteban, la safety car, elle est jamais venue. Donc le résultat, il est comme ça. Il est en pneu dur, voilà, avec l'espoir c'est comme ça. d'un incident. Il est 9e au classement des pilotes quand même, hein, parce que les points marqués en Chine, ils pèsent toujours lourd. Et il reste devant Oliver Biermann, qui est à 5 points. Mais Oliver Biermann, ça fait 2 Grands Prix consécutifs qu'il marque. Et il va falloir faire attention parce que forcément, on va les comparer. Oui, mais il s'est acheté de la tranquillité quand même, Esteban Ocon, avec sa 5e place en Chine. Il s'est acheté du temps. Il s'est acheté du temps, ça va, il a rentré les points. On a entendu aussi cette option pour faire un nouveau fond plat sans avoir finalement le temps de suffisamment l'éprouver. On prend quelques risques du côté de chez Haas. Je trouve ça intéressant Ils ont finalement. dit ça a fonctionné. Ouais. Ça a fonctionné. Donc ce qui est toujours bien, c'est quand tu as un directeur d'équipe qui a été ingénieur et qui connaît toutes ces choses-là et qui est capable de prendre une décision comme ça et de l'assumer. Et souvent, c'est pas souvent ça marche, mais il y a plus de chances que ça marche que quelqu'un qui va un petit peu au hasard, qui lance les dés, quoi. Donc là-dessus aussi, j'y vois un peu la patte d'Ayao Komatsu, qui a essayé de sauver ce qui était possible. La pièce est retombée du côté de Biermann ce week-end. C'est pas le niveau d'Esteban Ocon, de toute façon, on le sait. Voilà. On sait bien. Mais je trouve ça aussi intéressant quelque part. Bon. C'est par contraste, mais je trouve ça intéressant qu'une équipe, finalement, on se dit souvent, mais pourquoi ils ont mis les 2 voitures sur la même stratégie? C'est dangereux. Bah voilà, chez Haas, on a choisi finalement de mettre ses œufs dans 2 paniers différents. Et forcément, il faut qu'il y en ait un pour qui ça se passe pas bien. On va parler d'Alpine, parce qu'évidemment, si on fait le week-end des Français, on va parler de Pierre Gasly. C'est frustrant pour Pierre. On voit la fiche de Pierre Gasly, 14e de la première séance d'essai libre. Il est à 153 millièmes de Ryo Hirakawa, qu'on avait mis dans la 2e Alpine pour faire la FP1. Bon, on imagine Hirakawa. Oui, on va développer un petit peu. Mais donc là déjà, c'est difficile de comparer parce que tu peux imaginer qu'ils ne sont pas du tout sur le même programme. La séance d'essai libre 2, Pierre Gasly progresse bien dans le peloton, 9e temps. Il est 2 secondes 9 plus rapide que Jack Doohan.
avec cette sortie de piste incroyable de Jack Doohan en FP2. On va y revenir un petit peu plus tard, donc là, on peut pas comparer. Et c'est Libre 3, il est 8e, donc on se dit, c'est pas mal, ça y est, on a compris, l'Alpine, elle est installée dans le top 10, là. 1 seconde 1 devant Doohan, mais là, il fait sa première séance depuis sa grosse sortie, on peut pas vraiment comparer. En qualif, 11e temps. Vraiment intéressant, 11e place sur la grille, et puis 13e à l'arrivée, 19 secondes d'avance sur Jack Doohan. Depuis le début de la saison, ça fait 11e, c'est rageant, à Melbourne, disqualifié en Chine, 13e là, on n'est pas loin des points, il n'y a pas de course catastrophe, mais on sent qu'il en manque un tout petit peu en termes de perfo sur les longs runs pour vraiment avoir une chance régulière d'aller marquer des points. Alpine est la seule équipe au classement des constructeurs qui n'a toujours pas scoré en 3 Grands Prix. Ça démarre un peu comme l'année dernière. Alpine n'avait pas marqué un seul point après 5 courses, et spécialement Pierre Gasly après 7 courses. Donc c'est un peu l'état d'urgence quand même. Et ce que tu as dit, Gilles, c'est important, 11e temps en qualif sur un circuit de châssis. Donc c'est la valeur de la voiture, cette voiture elle est bien. On sait que pour l'instant, elle a du mal à entrer en Q3, donc ce qui ouvre d'autres possibilités en termes de dynamique de course. Mais elle n'a pas de défaut, cette voiture. Pierre Gasly a dit nous avons l'impression d'avoir fait tout ce qui était dans notre possible pour performer. La voiture se comportait bien, donc elle est même bien équilibrée, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste maintenant du développement, je pense, aéro. Et puis essayer de gratter sur l'usure des pneus, sur les choses comme ça. Mais là encore, l'usure des pneus, c'était pas possible de faire la différence à Suzuka. Donc, il faudra voir sur d'autres circuits si ça se passe bien ou comment ça se... Est-ce qu'il y a de la marge à ce niveau-là? Mais ce que je retiens effectivement, c'est que c'est un petit peu étrange parce qu'on n'est plus dans la dynamique de la deuxième partie de saison de 2024 où le nouveau directeur technique, David Sanchez, avait réussi à corriger, enlever des défauts de l'ancien châssis et puis bonifier par certaines pièces des améliorations, des évolutions qui allaient dans le bon sens. Et on a complètement cassé cette dynamique. La voiture donnait le sentiment d'être capable de faire des coups et elle le faisait d'ailleurs pour aller chercher des points. Mais le problème aussi aujourd'hui, c'est que tu n'as qu'un pilote. Voilà. Alors, on va en parler. Jack Doohan. On sait qu'il est sous pression, qu'il y a l'ombre d'un autre pilote qui rôde. Et on est à Suzuka. Il n'a jamais roulé en Formule 1 à Suzuka. Et on donne le volant de sa monoplace à Ryo Hirakawa. C'est fantastique, ça. C'est pour la première séance d'essai libre. Tu te dis, mais là, si vous voulez l'envoyer dans le mur, il n'y a pas mieux que ça. Et on fait de la com. Ryo Hirakawa, il est japonais. Pour Alpine, c'est un super coup de com de faire rouler un pilote japonais en FP1 à Suzuka. D'accord, bilan des courses. La deuxième séance d'essai libre, il essaye un truc, de garder le DRS ouvert dans le virage numéro 1. Il s'explose dans le mur. Il est fautif sur le coup, mais tu te dis finalement, vous l'avez presque poussé à prendre ce risque. Tout à fait. Quand tu parles de sportifs, moi, quand je regarde encore les choix d'Alpine, je pense plus à du marketing, je pense plus à de la communication. Voilà. Ils sont contents d'être en Formule 1, ils ont une place en Formule 1 qui leur donne une exposition, et le boss, Luca De Meo, est très content de ça en disant les retours sont bons, même si l'année dernière, ils ont fait du yo-yo, il a dit, à un moment on passait un peu pour des rigolos, là il y a Flavio Briatore qui est venu pour faire un peu du nettoyage, comme il dit, voilà, mais on reste un petit peu encore là-dedans, et cette écurie qui même, dans son acte fondateur, assumait complètement sa démarche de marketing. Je m'explique. L'ancien nom, c'était Renault, et le boss de Renault dit, en fait, aujourd'hui, en Formule 1, c'est plus facile de changer le nom d'une équipe, donc on va s'appeler Alpine, parce qu'on a besoin de faire de la communication sur la nouvelle gamme Alpine électrique 2024. Et il dit, si on a une autre marque du groupe Renault à mettre en valeur, on débaptisera peut-être cette équipe et puis on fera un coup encore marketing là-dessus. Et on est là-dedans sans arrêt. Oui, alors, on est content d'être en Formule 1. C'est ça qui me choque. Non, mais on est content d'être en Formule 1. Et là, le marketing, il est où? Tu le retrouves chez Hirakawa. Quel sens ça a de le mettre dans la voiture? J'ai regardé. Alors, Suzuka, on dit, c'est un circuit vraiment technique. Il faut prendre confiance. Tu ne peux pas jeter comme ça un débutant, lui dire, tu ne fais pas la séance d'essai libre 1, tu vas faire la séance d'essai libre 2. Et tu prends du retard sur ton planning de travail, les réglages, les sensations, la confiance. Et tester un jeune à Suzuka au détriment,
enfin, tester un pilote à Suzuka, parce qu'Hirakawa, c'est pas un jeune, il a 31 ans. Oui. Donc, quand on parle par ailleurs, c'est un super pilote, il y a pas de problème. D'académie de jeunes pilotes, je comprends pas bien où on veut en venir et la dynamique de tout ça. C'est un coup de com'. Je regarde les précédents pilotes qui ont été mis à la place d'un titulaire spécialement pour les essais libres 1. L'année dernière, il y a Iwasa chez Racing Bulls, mais c'est à la place de Ricciardo. Et Ricciardo, c'est quelqu'un qui a dû faire 10 Grands Prix du Japon, qui connaît par cœur tout ça. Et donc, tu l'enlèves de la voiture, ça pose aucun problème. Voilà. Et là, c'était effectivement pour mettre en valeur un pilote japonais. Bon, pourquoi pas via effectivement les connexions avec Honda. 23 ans en plus, Iwasa, voilà. Donc c'était intéressant. 2022-2023, tu n'avais rien. Donc effectivement, tu dis, c'est pas là où il faut mettre des jeunes pilotes. Et puis, sur des précédents, tu as 2019, effectivement, Yamamoto qui va qui teste la Toro Rosso. Là encore, c'est à la place de Gasly. Ça peut se comprendre. Donc, ce sont des choix qui sont compréhensibles, cohérents dans l'exemple précédent que j'ai cité avec Iwasa et Ricciardo. Et puis, en 2018, tu as aussi McLaren qui met Norris. Parce qu'on sait que sans Stoffel Van Dorn, on est en fin de saison, c'est terminé. Ouais. Donc, on commence déjà à l'acclimater. Donc, tout ça, ça a du sens. Voilà. Mais Hirakawa, ça n'a pas de sens. C'est un coup marketing. Ils ont fait ça, mais pour l'argent, parce qu'il a payé. Parce que, tiens-toi bien... en dégâts sur la voiture, je pense que ça a dû coûter cher. Tout ce qu'il a, je pense, donné pour faire ses tours de manège, enfin, qui n'est pas des tours de manège, je dis ça comme ça, parce que on est un petit peu agacé. Ouais. Mais... quand tu es si loin quand même du compte en termes de chrono, on ne sait pas après ce que ça peut donner. Le week-end aussi, il a bien commencé pour Tsunoda chez Red Bull. Et puis on a vu effectivement ce qu'il en était. Moi, ce n'est pas sur un chrono d'un pilote en essai libre 1 qu'on peut juger vraiment s'il est dans le coup. On verra. Puis c'est une équipe qui a quand même besoin d'avoir des datas à analyser pour avancer tout au long d'un week-end. Quelle sincérité, surtout. Il n'y a aucune logique dans ce choix, honnêtement. Quelle sincérité, surtout, il y a à tester Hirakawa. Hirakawa, il est dans la McLaren pour le dernier Grand Prix en essai libre 1 à Abu Dhabi l'an dernier. Et il sera d'ailleurs en FP1 à Bahreïn aussi. Et 2 jours plus tard, il est en test, il teste avec la Haas, le test réservé aux jeunes pilotes. Et puis, dans la foulée, il signe logiquement chez Alpine. Voilà. On ne comprend pas bien, il a un programme, on lui assure des essais libres 1 donc sur ce Grand Prix du Japon. On a vu ce que ça a donné. Alors, effectivement, il est 14e, c'est très honorable, mais je te dis, c'est juste un aperçu. Voilà. Et puis, on peut le faire tourner aussi avec peu d'essence, ça le met en valeur. Voilà, c'est ce que lui recherche. Mais quel est le fondement de tout ça? Après, ils ont dit, chez Alpine, on avait des bonnes datas, mais on détruit Douane pendant ce temps-là. Et Hirakawa roulera à Bahreïn en FP1 dans la Haas. Dans la Haas, il a signé pour 4 apparitions en essai libre 1, Espagne, Mexico et Abu Dhabi. Donc, c'était pas tellement sincère. Il n'y avait pas de projet Hirakawa autour de ça. Puis pendant ce temps-là, en fait, tu as un Victor Martins aussi qui est parti chez Williams parce qu'il a compris qu'on n'avait plus de projet pour lui, alors qu'on pourrait le faire tourner. Mais Flavio Briatore n'a jamais parlé quasiment de Victor Martins, qui est allé voir ailleurs parce que je pense que quand il a compris que le premier volant des essais libres 1 serait pour quelqu'un d'autre et pas pour lui, ce qui aurait été quand même la logique. Bon, ça veut dire qu'il y a plus de projet. Et je m'interroge vraiment sur cette foire, mais vraiment, au 3e pilote, parce que Kouchmaïni... 4e, voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est fou. Mais il y en a un qui est parti, voilà. Et puis il y a Colapinto qui va de toute façon débouler dans peu de temps, dans 1 ou 2 Grands Prix grand maximum. Mais effectivement, Douane, ça fait quand même 3-4 courses qu'on le met sous une pression folle. Mais je me dis, mais effectivement, il fallait vraiment le mettre en urgence absolue au dernier Grand Prix, dans la voiture, à Abu Dhabi, et virer, franchement, Esteban Ocon comme un malpropre. Il n'y a pas d'autre mot pour en arriver là, pour en faire ça. Mais vraiment... assez brillant de la part de Briatore. Ça, il n'y a pas de problème. On se sent en colère. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on n'avait pas mis non plus les pilotes dans des très très bonnes dispositions. Alors je note aussi Paul Aron, qui est aussi un protégé d'Oliver Hawks. C'est le fameux dernier pilote d'essai. Voilà. Ouais. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Vous pouvez aussi peut-être proposer votre candidature. Ça dépend. Il faut envoyer votre RIB. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'une super licence pour monter dans une Formule 1 sur des essais libres. Sur des essais libres. Ça, dis donc, ça tu m'apprends quelque chose. Ça rapporte un point, par contre, mais autrement, il n'y a pas besoin. Ok. On va s'arrêter là pour notre décryptage du Grand Prix du Japon. On a été bavard. La prochaine étape, ça arrive vite. C'est Bahreïn le week-end prochain. Voilà l'affiche du Grand Prix de Bahreïn. Essai libre 1 vendredi à 13h30.
Ah, on va pouvoir dormir là après 3 Grands Prix où quand même on a souffert. Et c'est Libre 1 vendredi à 13h30 et c'est Libre 2 à 17h samedi et c'est Libre 3 à 14h30 et la qualif sera à 18h et le Grand Prix dimanche à 17h. Nous, on reviendra évidemment la semaine prochaine. On enregistrera les Fous du Volant mardi pour bien parler de cette 4e épreuve de la saison, en espérant qu'on ait plus de spectacles qu'à Suzuka, même si je préfère le circuit de Suzuka. Mais normalement, à Bahreïn, on peut avoir des choses intéressantes sur le Grand Prix. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous envoyer des messages. On a eu aussi quelques petites pistes. On nous demande de nous intéresser au WEC, au championnat du monde d'endurance. C'est noté, promis. Et comme j'ai répondu d'ailleurs sur la page des Fous du Volant sur YouTube, on aura même une émission spéciale 24 heures du Mans cette année pour les Fous du Volant. Donc on vous lit, on note tout ce que vous nous dites. Du moment que ça reste courtois, évidemment. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et Stéphane, d'ici là, on coupe le contact.